Salut l'équipe, on se retrouve pour ce nouveau point de marché du 29 juin 2025. Comme chaque semaine, on revient sur l'actualité macroéconomique et on va passer en revue sur les graphiques les principales classes d'actifs, les indices boursiers américains, l'or, le pétrole, le dollar et bien sûr Bitcoin et les cryptos. Exceptionnellement, cette vidéo est tournée le dimanche au lieu du lundi, mais ça n'a pas vraiment d'importance parce que généralement sur les marchés, le dimanche, pas grand-chose, ou s'il y a des forts mouvements comme c'est déjà arrivé sur des déclarations, des annonces de Trump pu connaître ces dernières semaines, avec des forts mouvements le dimanche, généralement ils sont corrigés sur le début de semaine, pas trop d'incidents sur le fait que cette vidéo soit tournée dimanche au lieu de lundi. Avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, que je n'ai pas non plus de boule de cristal, je vous partage simplement mon analyse et ma vision du marché, notamment basée sur la psychologie des marchés au travers de l'analyse technique, et rien dans cette vidéo ne constitue un conseil en investissement. Comme on peut le voir ici sur Crypto Bubble, on a une majorité de cryptos du top 100 qui sont dans le vert. Alors là, je me suis mis en jour, je vais mettre plutôt en semaine. Donc sur cette semaine, on a quelques jetons qui ont quand même fait des très belles performances, notamment Say Network qui a fait plus 56%. On a Syrup qui a fait plus 39%, qui a vu sa TVL fortement augmenter sur ces dernières semaines. Et on a le même coin Pengu également, qui se distingue avec plus 59%. On ira voir tout à l'heure sur les graphiques comment s'inscrit ce rebond sur cette semaine dans une dynamique, dans une tendance du coup plus long terme. Et je vous propose maintenant de commencer cette vidéo par la partie macroéconomie avant d'aller sur les graphiques. Bienvenue sur la Crypto by Joe, je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017, donc ça va bientôt faire 8 ans. J'ai créé cette chaîne YouTube il y a un peu plus d'un an et demi maintenant pour partager mon expérience et mon parcours d'investisseur crypto. Donc si vous me découvrez sur cette vidéo, je vous invite à aller faire un petit tour sur la chaîne. Il y a différents types de formats, différents types de contenus qui vous sont proposés. Je réalise entre 1 à 2 vidéos par semaine. Donc si vous pensez que ça peut vous être utile dans votre parcours d'investisseur, eh bien je vous invite tout simplement à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper la sortie des prochaines vidéos. Et pour ceux qui débutent, vous trouverez dans la description un guide gratuit qui vous présente toutes les bases pour pouvoir vous lancer sereinement dans l'investissement crypto. Ceci étant dit, on attaque par l'information majeure macroéconomique de la semaine dernière. Hormis bien sûr la fin de la guerre, l'accord de cessez-le-feu entre Iran et Israël, puisque ça avait quand même fait beaucoup de bruit, beaucoup de peur sur les marchés, également du coup avec l'intervention des États-Unis. Enfin bref, voilà, je ne vais pas revenir dessus. Cette semaine, on va focus plus sur les chiffres. Donc les chiffres au niveau macroéconomique, ils sont extrêmement mauvais. Le PIB américain sur le premier trimestre, on a le chiffre consolidé après 2 mois de prévision. Le chiffre définitif du coup c'est moins 0,5% contre moins 0,2% sur la dernière estimation. Au précédent trimestre, on avait une croissance américaine, donc au T4 2024, 2,4%. Donc une baisse quand même significative de la croissance américaine. Ce chiffre ne se traduit absolument pas dans les marchés puisqu'on a à la fois le S&P 500 et le Nasdaq qui font des plus hauts historiques cette semaine. Pourquoi? Probablement parce qu'il y a des anticipations de baisse de taux, parce que les marchés price l'avenir, parce que les marchés anticipent du coup un retour des liquidités sur le marché, sur les marchés financiers. Mais selon moi, la donnée reste quand même mauvaise et pourrait ressortir dans les semaines et mois qui viennent. Aujourd'hui, on est dans une dynamique haussière, on est bullish comme on dit, et ça se reflète également par le fait qu'une mauvaise news comme celle-là passe totalement inaperçue. La semaine dernière, on a entendu notre cher Jérôme Powell. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le patron de la Banque centrale américaine, le patron de la Fed, qui est clairement en opposition avec Donald Trump. Trump qui veut absolument que les taux baissent de manière rapide et forte, et Powell qui lui prend son temps depuis plusieurs mois. Donc il y a eu une vraie opposition entre les deux. Le président donc, de la Fed, Jérôme Powell, a réaffirmé devant les législateurs que la Banque centrale n'était pas pressée d'abaisser les taux d'intérêt. Il préfère attendre une meilleure visibilité sur l'impact économique des tarifs douaniers imposés par Donald Trump. Ces tarifs douaniers qui pourraient ressortir d'ici quelques jours, puisque la trêve de 90 jours prend échéance le 9 juillet. Donc pour certains pays, les accords ont été signés. Pour d'autres, voilà, c'est toujours en négociation. On est toujours dans le flou pour certains deals. Donc on n'est pas à l'abri que la peur des tarifs douaniers qu'on a connus en avril revienne cet été. Peut-être qu'elle ne reviendra pas aussi. On se demande un peu quel sera le nouveau narratif de peur pour faire baisser les marchés. Voilà. Toujours est-il que pour l'instant, Jérôme Powell reste toujours très prudent sur une
prochaine baisse de taux. Et si on se réfère aux données d'inflation sur le site Truflation qui estime une inflation plus en temps réel que les chiffres officiels, cela peut justifier du coup les réserves de Powell pour le coup, parce qu'autant en début d'année c'était pas le cas, autant là sur mai-juin on voit qu'on a une reprise de l'inflation via Truflation. Alors les pourcentages indiqués ici ne sont pas ceux qu'on retrouve ensuite dans le CPI ou dans le PCE, mais ça nous donne quand même une idée de la tendance, et là potentiellement voilà, on pourrait avoir une petite reprise haussière sur l'inflation au mois de juin. Les chiffres officiels de l'inflation CPI seront connus le 15 juillet 2025 et pour l'instant on n'a pas d'informations sur le consensus. Malgré toutes ces informations, on a des probabilités de baisse de taux qui ont évolué. Depuis plusieurs mois, les probabilités de baisse de taux sont de 2 sur l'année 2025. On en avait une en septembre et une en décembre. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a maintenant 3 baisse de taux en termes de probabilité, bien sûr, rien n'est encore validé. Tout peut changer au dernier moment, donc on est à 74% au 17 septembre, donc probablement la prochaine baisse de taux se fera en septembre. Les probabilités restent quand même assez élevées à ce niveau-là. Ensuite, c'est beaucoup plus indécis, mais aujourd'hui, il y a quand même 57% en termes de probabilité d'avoir une seconde baisse de taux en octobre et 47% d'avoir une troisième baisse de taux du coup sur la fin d'année 2025, le 10 décembre. Et pour ceux que j'ai un petit peu perdu peut-être avec tous ces chiffres, pourquoi on les regarde, pourquoi on les suit? Tout simplement parce qu'il y a un lien entre les liquidités dans le marché et l'évolution des marchés à risque comme la bourse et ce qui nous intéresse principalement ici, les cryptos. Plus les taux d'intérêt sont faibles, plus l'argent coûte peu, donc plus il y a potentiellement d'argent en circulation et ça fait tout simplement monter les actifs financiers et également tout simplement parce que le rendement des obligations va baisser et donc les investisseurs auront moins d'intérêt à immobiliser leur cash dans des obligations et vont aller chercher un petit peu plus de rendement sur des marchés plus à risque. Voilà un peu pour expliquer globalement pourquoi on regarde ça. Et cette semaine, ce qu'on va suivre, c'est le taux de chômage aux États-Unis. Bien sûr, à chaque fois, je regarde principalement les données américaines. Donc, taux de chômage du mois de juin, on le connaîtra le 3 juillet 2025. On regarde également le chômage. En fait, la Fed va suivre principalement 3 données. L'inflation, dont on parle évidemment beaucoup, le chômage et la croissance. Et la croissance, on a vu que c'était pas terrible. Et le chômage, du coup, si ça continue de monter, 4,3, c'est pas terrible non plus. Et si l'inflation reprend, ça risque d'être également très mauvais. Donc moi je trouve globalement que les infos macro sont quand même pas terribles. Mais si cela peut pousser un retour des liquidités sur le marché, ce sera une bonne chose pour nos cryptos. Concernant les ETF sur Bitcoin, belle semaine de hausse. Lundi on était à plus 350 millions, mardi plus 588, mercredi plus 550, jeudi plus 226, vendredi plus 501, donc globalement des inflows de plus de 1 milliard de dollars. Sur Ether, on est également dans une semaine très positive. Pour lundi, on est à plus 100 millions, mardi plus 71 millions, mercredi plus 60 millions, jeudi petite baisse, 26 millions en moins, et vendredi hausse de 77 millions. Donc si je fais la somme vite fait de tête, on est un petit peu en dessous des 300 millions de dollars d'inflow sur les ETF ETH. Avant de voir ce que ça donne sur les graphiques, je voulais vous partager cet article de CoinDesk que je trouve extrêmement intéressant qui partage un graphique de Glassnode sur la liquidité des BTC. Donc l'offre illiquide de Bitcoin grimpe à plus de 14 millions de BTC, reflétant une forte tendance hodl. Donc le hodl, c'est d'acheter et de garder sa crypto. Ils estiment que désormais 72% du BTC est illiquide, ce qui suggère une pression de vente réduite et une dynamique haussière potentielle puisque la majorité des personnes du coup en achètent, qui investissent dessus, n'envisagent pas de le revendre et donc il est comme illiquide. Et comme le prix reflète la différence entre l'offre et la demande, s'il n'y a pas d'offre de vente de Bitcoin mais par contre qu'il y a une demande pour en acheter qui est croissante, eh bien le prix devrait croître du coup sur le moyen et le long terme. Selon eux, il y aurait seulement 5,4 millions de BTC considérés comme liquides. Le comportement des investisseurs indique une confiance croissante à long terme dans le Bitcoin en tant que réserve de valeur. L'offre actuelle de Bitcoin en circulation s'élevant à 19,8 millions
19,8 millions sur les 21 millions prévus dans le code de Bitcoin. Donc on a quasiment émis la majorité des Bitcoins, hein. Donc il reste tout juste 1,2 million de Bitcoin encore à être extrait, ce qui est du coup extrêmement peu. Si on ramène cette donnée en pourcentage, on est à un peu plus de 94% de Bitcoin qui sont déjà en circulation, et donc une inflation qui va continuer de décroître, rendant également ainsi Bitcoin de plus en plus rare. Il précise ici à quoi correspond ce qu'il considère comme l'offre illiquide. Ce sont des BTC détenus par des entités peu dépensières comme les investisseurs à long terme ou les détenteurs de portefeuilles froids. Ces cryptos sont retirés du marché, réduisant ainsi le volume disponible pour les échanges, et que cela peut potentiellement créer un risque de choc d'offres où une demande croissante rencontre une offre limitée, historiquement associée à des fluctuations de prix haussières. La hausse continue d'illiquidité du Bitcoin renforce le discours sur sa valeur refuge, même si, en ce qui me concerne, j'ai jamais trop constaté qu'en période de peur, en période de crise, le Bitcoin se valorisait. Au contraire, je l'ai toujours vu plutôt chuter un peu comme le reste des marchés à risque. Alors peut-être que ça le sera un jour, hein, mais en tout cas, je ne l'ai pas constaté. Une réserve de valeur, oui, mais une valeur refuge, pour moi, pas encore. Et même si j'ai la conviction que Bitcoin continuera de s'apprécier dans le temps, hein, et encore une fois, ce n'est pas en conseil en investissement, attention quand même à ces articles qui laissent suggérer qu'il n'y a qu'une hausse possible et que Bitcoin ne peut plus repartir en marché baissier, son prix ne peut plus chuter. Bien évidemment que la volatilité est toujours présente et bien sûr du coup qu'il y a des risques de perte en capital, tout au moins partiel sur Bitcoin et pour moi total sur certaines autres cryptos. Ceci étant dit, on va voir si les informations sur les graphiques, les informations techniques sont aussi bullish que ce type de graphique de données on-chain. On commence par le VIX qui, après avoir fait ce sommet au moment de l'annonce des tarifs douaniers de Trump, a fortement chuté. On a eu un rebond suite à la guerre Iran-Israël. Aujourd'hui, le VIX a fortement baissé sur cette semaine. Et pendant ce temps, comme on a souvent une corrélation inversée, on a le S&P 500 et le Nasdaq qui font des plus hauts. Donc on a une clôture de cette semaine qui est au-dessus du plus haut précédent, donc un nouveau sommet historique pour le S&P 500. On a donc un joli V-bottom ici qui s'est formé, comme ça s'est déjà produit à plusieurs reprises sur les marchés financiers. Voilà. Donc on est toujours dans le S&P 500 dans ce grand canal haussier. Ici, on est en train de breaker du coup cette zone des 6150 points qui avait fait office de résistance. Donc à voir si la semaine prochaine va démarrer encore au-dessus ou si on va avoir un rejet et du coup le prix va continuer d'évoluer autour de cette zone-là. En tout cas, belle dynamique en cours sur la S&P 500. La clôture mensuelle qui se fera du coup lundi soir devrait être au-dessus du plus haut précédent. Donc une très très belle clôture mensuelle pour le S&P 500 qui continue d'évoluer dans son canal haussier et on va avoir le même graphique sensiblement sur le Nasdaq qui enregistre également un plus haut historique en weekly et probablement également en mensuel dans quelques jours. Le gold qui nous fait une belle bougie baissière sur cette semaine, l'or du coup qui perd 2,85%, c'est la deuxième semaine consécutive de baisse sur l'or. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour autant ? Pas du tout, hein. Pour moi on est toujours dans cette belle tendance haussière sur l'or, donc voilà, il n'y a rien de particulier pour moi cette semaine sur l'or. On devrait avoir une clôture mensuelle autour des 2 mois précédents. Voilà, donc si on regarde dans ce canal haussier, il n'y a absolument rien d'inquiétant ou de particulier sur l'or. C'est pas parce qu'on a 2 semaines de baisse comme ça que c'est la fin du bull run sur l'or, hein. On l'a vu ici où il y a eu 3 semaines de baisse. On était venu quand même ici assez proche du bas du canal avant de remonter et voilà, de réimpulser une dynamique haussière. Donc rien de particulier sur l'or de plus pour moi. Au niveau du pétrole, donc après une forte augmentation du pétrole suite au conflit Iran-Israël et les inquiétudes entre autres autour du détroit d'Ormuz, des possibles répercussions sur les prix du pétrole, on a cette semaine avec la fin de la guerre une forte baisse du cours du baril, donc il est revenu ici sur cette zone de support. Donc pétrole, pareil pour moi, rien de particulier, les tensions ne sont plus là, donc un baril qui rebaisse et cela devrait pour nous avoir une conséquence positive qui est la baisse du prix de l'essence à la pompe.
Concernant le dollar, ça y est, on est en train de breaker ici ce support long terme de ce canal haussier. Donc on est au tout début du break, hein, donc bien sûr ça veut absolument rien dire encore. Au niveau du RSI, on est limite en survente, donc on pourrait potentiellement avoir un rebond. On voit qu'à chaque fois que le RSI est venu sur la zone ici des 30, on a eu un rebond, même si derrière ça a été suivi d'une baisse, hein. Comme là ici on a un rebond et ensuite c'est suivi d'une baisse, hop, ça vient rebondir. Du coup là on est un petit peu en dessous, mais bon, il faut jamais voir un prix ou une donnée vraiment précise, hein. Enfin moi je parle en tout cas toujours de zone avant d'avoir ici un rebond. Ici on a eu un rebond avant d'avoir une baisse, mais on n'est pas venu trop en dessous de ce niveau de survente. Voilà, donc là on est posé dessus. Voilà, on verra à suivre attentivement comme toujours le prix du dollar et également la paire euro-dollar qui, comme je vous l'ai déjà expliqué, est assez impactante pour nous en termes d'investisseurs en crypto, en euros, sur des actifs qui sont plutôt cotés en dollars, puisque la majorité des cryptos ont une paire en stablecoin dollar. Et pour ceux qui utilisent la paire euro, faites attention, parce que du coup quand vous sortez en euros, c'est un fait générateur d'imposition. C'est pour ça qu'on a tendance majoritairement à sortir en stablecoin, et donc on s'expose à la volatilité du dollar et de la paire euro-dollar, et plus le dollar monte, plus nos stablecoins perdent en valeur par rapport à l'euro. Voilà, petite notion à avoir en tête, j'en ai déjà parlé plus longuement dans une précédente vidéo. Et actuellement sur la paire euro-dollar, je vous avais dit, on surveille cette zone là avec attention, et là on a la confirmation, pour moi en tout cas, confirmation haussière d'une cassure à la hausse. On passe au-dessus du coup de cette zone de tendance long terme sur la paire euro-dollar, et pour avoir un changement de tendance et vraiment voir un bull run de l'euro versus le dollar, pour moi, il faudra aller au-delà des 1,23. Là, on a ici un point bas qui est plus haut que le précédent. Ici, on enregistrera un point haut plus haut que le précédent. Mais pour vraiment aller chercher un plus haut que le précédent, il va falloir aller là. Si on dézoome en mensuel, voilà, c'est peut-être un petit peu plus parlant comme ça. Il va falloir faire... Comme là on fait un point haut au-dessus de celui-là, il va falloir aller faire un point haut au-dessus de celui-là pour aller lancer cette nouvelle tendance haussière euro versus dollar. On passe maintenant sur le graphique du Bitcoin en hebdo. Donc on a une magnifique bougie haussière. On a complètement avalé celle baissière de la semaine passée. On est venu rebondir ici sur le support autour des 100 000 $ qui a vraiment été costaud sur ces dernières semaines. On voit du coup que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va faire 2 mois bientôt qu'on évolue au-dessus des 100 000 $ pour Bitcoin. Ce qui, je vous le cache pas, est très satisfaisant pour des gens qui sont dans la crypto depuis des années. Quand j'ai commencé avec Bitcoin, il était à 3 000 $. Il était assez difficilement imaginable que Bitcoin irait au-dessus des 100 000 $ et qu'il se maintiendrait comme ça au-dessus des 100 000 et qu'il ait des possibilités de hausse encore impressionnantes. Donc pour ceux qui pensent qu'ils arrivent trop tard, effectivement c'est toujours mieux d'investir plus tôt, mais ça c'est le cas un peu de toutes les classes d'actifs, hein, que ce soit dans l'immobilier, dans la bourse ou dans les cryptos, ou même comme on l'a vu sur l'or, dans certaines matières premières. Pour autant, comme on l'a vu par rapport à l'article de CoinDesk, après voilà, c'est une histoire de conviction de chacun, mais en tout cas moi je reste toujours très positif sur Bitcoin pour le long terme. On a une belle clôture hebdo autour des 107 000 $, et si on regarde en mensuel, puisqu'on va bientôt avoir la clôture mensuelle, voilà, magnifique bougie haussière, belle tendance haussière. Donc ceux qui pensent qu'on est en double top, qu'on est potentiellement en marché baissier, c'est pas que c'est impossible que ça arrive, hein. Tous les scénarios sont toujours possibles, mais pour moi, la probabilité la plus élevée reste celle d'une continuation haussière et de voir Bitcoin dans les semaines ou mois qui viennent aller faire de nouveaux ATH et aller au-dessus des 112 000 $. Bien évidemment, cela n'engage que moi, et encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Je vous partage simplement mon avis sur le sujet. Concernant Ether maintenant, on est autour des 2500 $. On a eu une belle réaction suite à la baisse de la semaine dernière. Maintenant, on n'est pas revenu au-dessus comme on a pu le voir sur Bitcoin. Donc, on est toujours au milieu du range entre les 2150 environ et les 3000 $ pour Ether. Ether qui, malgré tout, a repris un petit peu de force par rapport à Bitcoin cette semaine. Maintenant, ça reste encore trop léger pour enclencher une dynamique haussière d'Ether versus Bitcoin. Voilà, on a eu cette belle bougie là début mai. Maintenant, il en faudrait une autre vraiment pour impulser une dynamique haussière.
d'Ether versus Bitcoin, parce que sinon on est toujours ici en tendance baissière. Ether versus Bitcoin. Bitcoin d'ailleurs qui écrase un peu tout le marché crypto avec une dominance qui a fait des plus hauts la semaine dernière, donc la semaine du 16 juin. On est actuellement à 65,53%, un BTC très très fort. Et au niveau mensuel, donc on va avoir une clôture mensuelle qui sera un ATH sur ce cycle autour au-dessus des 65%, avec potentiellement en ligne de mire la zone des 72% qui a fait office de résistance dans le passé, en 2019 et en 2021, avant d'enclencher, pareil, une hypothétique saison des alts à laquelle bientôt plus personne ne croira, et c'est déjà quand même pas mal le cas. En tout cas, le marché nous montre que depuis plusieurs années maintenant, il est plus intéressant d'être exposé à Bitcoin qu'aux alts. Alors il y a toujours l'exception de quelques alts, mais globalement c'est clairement plus intéressant d'être sur Bitcoin, parce que être sur des alts, c'est prendre plus de risques, donc c'est pour avoir une performance moins intéressante que Bitcoin. Du coup, ça vaut pas le coup. Et surtout que quand on va s'exposer aux alts, il y en a peut-être une ou deux qui vont aller surperformer Bitcoin, mais ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que l'ensemble de sa poche altcoin va faire mieux que Bitcoin, et là, c'est très rarement le cas. On finit avec le graphique aux heures, donc comme on est sur les alts, on est sur le marché crypto hors top 10, donc des cryptos plutôt moyenne, petite capitalisation. On n'est pas loin d'être venu mécher ici sur ce double support, à la fois donc le support que j'ai marqué ici en violet et la tendance que j'ai marqué ici en noir. Le graphique aux heures, d'ailleurs, on pourrait y tracer ici, si on ne prend pas les mèches, ici un triangle de compression, donc avec une volatilité comme ça qui tend à baisser, avec une résolution du coup qui sera soit baissière soit haussière, et évidemment j'espère qu'elle sera haussière. Personnellement, je fais partie de ceux qui pensent que le marché crypto ne se résume pas qu'à Bitcoin et qu'il y a des projets qui sont extrêmement intéressants du côté des alts, et c'est potentiellement pour moi également, il peut y avoir des opportunités. Maintenant, il faut bien évidemment en mesurer les risques. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, notamment par rapport au fait que l'offre de Bitcoin devient illiquide, le fait que les personnes qui investissent dessus les retirent des échanges et les gardent du coup sur des portefeuilles froids ou à horizon d'investissement plutôt long terme. Donc le choc entre l'offre et la demande aura-t-il lieu? Voilà, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas également de vous abonner. Merci encore, à très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.